Alors, bonjour à tous. Un petit tuto sur la gravitation universelle, donc dans un premier temps uniquement la théorie. Alors, que dit la théorie de la gravitation universelle? Elle dit que dans l'univers, dès que l'on rencontre deux masses, ces deux masses exercent l'une sur l'autre une force d'attraction. Alors évidemment, si je prends le cas du Soleil et de la Terre, eh bien, cette force d'attraction est située sur la droite d'action qui joint le nombril du Soleil au nombril de la Terre. Alors, à distance, la Terre exerce une force d'attraction sur le Soleil, que je noterai de cette façon-ci, et je pense que c'est important quand on note les forces comme ceci, de prononcer à chaque fois en français ce qu'elles signifient, afin de s'habituer au formalisme. Ceci, c'est donc la force exercée par la Terre, donc je mets grand T pour Terre, donc force exercée par la Terre, sur, et c'est le slash, sur le Soleil. Et donc évidemment, puisqu'on dit que la force est exercée sur le Soleil, le point d'application est bien sur le Soleil. Alors évidemment, comme à toute action correspond une réaction dans la loi des actions réciproques, eh bien, comme la Terre exerce une force sur le Soleil simultanément exerce à distance une force sur la Terre. Et dans ce cas-ci, on voit dans le formalisme sur la Terre, donc le centre d'application de cette nouvelle force est bien exercé sur le centre de la Terre, sur le nombril de la Terre. Et cette force est exercée par le Soleil, alors que celle-ci est exercée par la Terre. Alors que dit encore le formalisme ? Ce formalisme nous dit en fait que l'intensité de cette force, et donc ici je ne parle absolument pas de façon vectorielle mais uniquement de façon scalaire, l'intensité de cette force-ci, qui est bien évidemment égale à l'intensité de celle-ci puisque ce sont des actions réciproques, est égale à la constante de gravitation universelle, multipliée par la première masse, par exemple la masse du Soleil, multipliée par la seconde, et donc ici la masse de la Terre, divisée par la distance qui les sépare, élevée au carré. Et la distance qui les sépare, c'est donc la distance entre le nombril du Soleil et le nombril de la Terre. Cette constante de gravitation universelle est constante comme son nom l'indique, et partout valable dans l'univers, et donc ça c'est une chouette nouvelle. Elle vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 newton mètre carré divisé par des kilogrammes carrés. Ça c'est un petit peu lourd, mais ce sont les unités. Et on comprend que grâce à ces unités, quand on exprime les deux masses ici en kilogrammes, les kilogrammes au carré ici disparaissent, et quand on exprime la distance aussi grande soit-elle en mètres, le mètre carré ici disparaît. Donc attention de toujours bien exprimer cette distance en mètres, c'est source d'erreur, et de ne pas oublier d'appliquer le carré également. Alors, si je mets ma mie sur la Terre, eh bien évidemment, j'ai encore deux masses dans l'univers, la masse de ma mie et la masse de la Terre. Et donc, entre le nombril de ma mie et le nombril de la Terre, il y aura des forces d'attraction réciproque. Celle-ci est la force que la Terre exerce sur ma grand-mère, et celle-ci est la force de même intensité que ma grand-mère exerce sur la Terre. Évidemment, au niveau du formalisme, ceci reste la même constante, puisque c'est une constante. Ceci, c'est la masse de ma mie, ceci, c'est la masse de la Terre, et ici, c'est la distance entre le nombril de ma grand-mère et le nombril de la Terre. Autrement dit, de façon absolue, c'est le rayon de la Terre plus la distance entre le nombril et les pieds de ma grand-mère. Mais évidemment, comme le nombril de la Terre est de 6400 km presque, ce n'est pas le petit mètre ici en plus qui modifie grand-chose, et donc on peut raisonnablement supposer que dans cet exemple-ci, la distance entre les deux nombrils est égale au rayon de la planète Terre. Un autre exemple encore, si je prends un satellite qui est en orbite autour de la Terre, eh bien je me retrouve encore en présence de deux masses qui sont situées quelque part dans l'univers, donc la loi de gravitation universelle fonctionne, est d'application, et donc entre le nombril du satellite et le nombril de la Terre, il y a des forces d'attraction réciproques, celle-ci étant la force que la Terre exerce sur le satellite à distance, et celle-ci étant la force que le satellite exerce à distance sur le nombril de la Terre. Si j'envoie maintenant ma grand-mère sur Mars, eh bien évidemment, je suis de nouveau avec deux masses en présence dans l'univers, et donc entre le nombril de ma grand-mère et le nombril de Mars cette fois, il y a des forces d'action réciproque. Mars tire sur le nombril de ma grand-mère, et ma grand-mère tire sur le nombril de Mars. Évidemment,
cette force-ci de la planète Mars sur Mamie est égale à G fois la masse de la planète Mars, cette fois, fois la masse de ma grand-mère, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré. Ici, c'est le rayon de Mars, ici, c'est la masse de Mars, et donc par rapport à ce cas de figure-ci, où ceci c'était la force que la Terre exerçait sur ma grand-mère, c'était grand G, fois la masse non plus de Mars mais de la Terre, fois la masse toujours de ma grand-mère, divisé par la distance qui séparait les deux élevée au carré. Donc ceci est raisonnablement égal au rayon de la planète Mars élevé au carré, et ceci vaut plus ou moins le rayon de la Terre élevé au carré. Et donc on voit en fait que cette force n'a pas la même intensité sur Mars et sur la Terre étant plus massive que la planète Mars avec des dimensions différentes, l'intensité de ces deux forces est également différente. Alors reprenons le cas de la Terre qui est attirée par le Soleil et qui en contrepartie attire elle-même le Soleil. Ces deux forces, si je les représente un petit peu plus tard, me donnent ceci entre le nombril de la Terre et du Soleil un peu plus tard. Le Soleil exerce toujours une force à distance sur la Terre et cette force possède une action réciproque. Si je dessine maintenant en plus des forces, et je change de couleur parce qu'attention, ce ne sont plus des forces, ce sont des vitesses que je m'apprête à dessiner. Si je dessine le vecteur vitesse de la Terre qui tourne dans ce sens-ci, donc je suppose qu'elle monte ici. Si je dessine le vecteur vitesse de la Terre, ce vecteur vitesse est constant puisque la Terre tourne à une vitesse plus ou moins constante, ou en tout cas que l'on considère constante autour de la Terre. Et alors on se retrouve dans un cas de figure que l'on connaît bien avec les vidéos précédentes, c'est en fait le cas du MCU. Donc on reconnaît en fait que la Terre est en MCU autour du Soleil. Alors, puisqu'elle est en MCU autour du Soleil, on sait que qui dit MCU dit déviation du vecteur vitesse grâce à une force qui est perpendiculaire à ce vecteur, qui est donc une force à caractère centripète, et en effet, on voit que cette force possède un caractère centripète. Attention, uniquement celle-ci, parce qu'elle est dirigée vers le centre du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, comme cette force que le Soleil exerce sur la Terre possède un caractère centripète, cette force qui agit sur la Terre communiquera à la masse de la Terre une accélération centripète qui vaut, vous le savez, v carré sur r. Alors attention, ici il s'agit bien de la vitesse de la Terre autour du Soleil, donc c'est l'intensité de ce vecteur rouge, et ici c'est le rayon orbital, donc c'est-à-dire le rayon du mouvement circulaire uniforme, et finalement le rayon orbital n'est autre que la distance entre le nombril de la Terre et le nombril du Soleil. Donc ce rayon orbital, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. Ça, c'est une première chose que l'on peut dire, puisque cette force agit perpendiculairement au vecteur vitesse, elle est responsable de la déviation du vecteur vitesse et donc du mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil. Par ailleurs, cette force, puisque c'est une force d'origine gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est une force qui vient de deux masses placées dans l'univers qui s'attirent, je peux aussi l'exprimer comme ceci, constante de gravitation universelle, fois la première masse, c'est-à-dire la masse du Soleil, fois la seconde masse, c'est-à-dire la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré, et on l'a dit, la distance Terre-Soleil correspond au rayon orbital de la Terre, et donc je dois toujours élever au carré. Je prendrai R partout, comme ça c'est plus simple. Ces deux forces-ci, ce sont donc deux forces que je décris de deux façons différentes. D'une part, en regardant le caractère de la force, c'est-à-dire un caractère centripète, et d'autre part, en regardant la nature de la force, c'est-à-dire une nature gravitationnelle. Mais je caractérise évidemment la même bestiole, qui est cette force-ci. Et donc, du coup, cette expression-ci est égale à celle-ci, puisqu'on parle de la même entité. Et donc, on peut écrire que la masse de la Terre fois la vitesse de la Terre élevée au carré, divisé par le rayon orbital de la Terre, et donc on parle bien de la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil, est égal à la constante de gravitation universelle fois la masse du Soleil
fois la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré, c'est-à-dire le rayon orbital de la Terre élevé au carré. Alors on voit déjà qu'on peut faire quelques simplifications dans cette expression-ci. La masse de la Terre intervient à gauche et à droite. Comme c'est une égalité, on peut simplifier. Le rayon de la Terre intervient ici à la première puissance, ici à la deuxième. Donc je peux multiplier par le rayon de la Terre à gauche et à droite et j'obtiens cette expression-ci. Alors la vitesse de la Terre, évidemment, je peux aussi l'exprimer différemment. Puisqu'on sait que c'est une vitesse d'un mouvement circulaire, dans un mouvement circulaire uniforme, on sait que la Terre va parcourir le périmètre, c'est-à-dire 2πr, où r est son rayon orbital, que j'ai décidé d'appeler r-Terre, autour du Soleil. Donc parcourt le périmètre 2πr en une période, qui est donc le temps nécessaire pour que la Terre parcourt son orbite complète. Et donc du coup, si v est donné par ceci, alors je peux dire que la vitesse de la Terre élevée au carré est donnée par 2 au carré, pi au carré, le rayon orbital au carré, divisé par la période de révolution de la Terre élevée au carré. Un bon conseil avec ce genre d'exercice aussi, au lieu de simplement écrire et de dire RTE, TTE, etc., prononcez à chaque fois en français ce que représentent les outils que vous utilisez, les lettres que vous utilisez. Je pense que ça vous aidera à ne pas faire d'erreur. Alors du coup ici, c'est juste un petit développement mathématique à faire. Je vais remplacer l'expression de v carré ici. Ici, de toute façon, je n'ai plus rien, je n'ai plus que v carré. Et donc je me retrouve avec v carré, c'est-à dire 4pi rayon orbital de la Terre élevé au carré divisé par période de révolution de la Terre autour du Soleil élevé au carré, v carré égale grand G fois la masse du Soleil divisé par le rayon orbital de la Terre autour du Soleil. Je peux faire un produit en croix et réorganiser cette expression pour obtenir par exemple la masse du Soleil. J'obtiendrai donc que la masse du Soleil est donnée par 4pi fois le rayon orbital de la Terre élevé au carré multiplié encore une fois par le rayon orbital de la Terre, donc le rayon orbital de la Terre élevé au cube, divisé par grand G fois la période de révolution de la Terre élevée au carré. Et donc, avec ce raisonnement-ci, on arrive à déterminer la masse du Soleil, c'est-à-dire la masse de l'astre central, responsable du mouvement circulaire uniforme de la Terre, pour autant que l'on connaisse la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres qu'il faudrait exprimer en mètres à cause de la constante de gravitation universelle, et pour longtemps que l'on connaisse la période de révolution de la Terre autour du Soleil, on sait que c'est à peu près 365 jours. Alors évidemment, tout ce raisonnement-ci convient si je prends Mars autour de la Terre, mais simplement j'aurai la masse du Soleil, puisque c'est toujours lui qui est au centre, égale 4pi, attention que j'ai oublié de mettre un pi carré, pi élevé au carré, pi élevé au carré, pi élevé au carré, puisque dans v carré, si v c'est 2pi r sur t, v carré c'est 4pi carré r carré sur t élevé au carré. Voilà, si j'ai donc le mouvement orbital de Mars autour du Soleil, alors ici ce sera le rayon orbital de Mars, et ici ce sera le temps de révolution de Mars autour du Soleil. Je peux évidemment faire le raisonnement avec n'importe quelle planète autour du Soleil pour trouver la masse du Soleil. Si je prends maintenant le mouvement de la Lune autour de la Terre, eh bien alors l'astre central dans ce cas-ci c'est la Terre, et le rayon ici ce sera la distance entre la Terre et la Lune, donc le rayon orbital de la Lune, divisé par la période de révolution de la Lune autour du Soleil qui est un petit peu inférieure à 28 jours. Donc ce raisonnement vaut pour tous les corps en rotation autour d'un astre central. Alors, comme je le disais, si je prends un autre corps en révolution autour de la Terre, j'ai parlé de la Lune il y a 30 secondes, mais on peut aussi prendre un satellite. Entre le nombril de la Terre et le nombril du satellite, il y a une force d'action réciproque, d'attraction gravitationnelle, parce qu'on est en présence de deux masses dans l'univers qui s'attirent mutuellement. Si je regarde le satellite un petit peu plus tard, cette force existe toujours, bien évidemment. Si je trace la vitesse du satellite, elle est perpendiculaire à cette force gravitationnelle, et donc cette force gravitationnelle, celle-ci, possède un caractère centripète. Et donc de façon tout à fait similaire, je pourrais dire que la force que la Terre exerce sur le satellite possède un caractère centripète, et qu'elle va donc communiquer à la masse du satellite
une accélération centripète, c'est-à-dire v carré sur r, où v est la vitesse du satellite, r le rayon orbital du satellite autour de la Terre, et par ailleurs, comme cette force vient d'une attraction entre deux masses qui sont situées dans l'univers, je peux l'exprimer de la façon suivante, 6,66 fois 10 exposant moins 11 fois la masse du satellite qui est attiré et qui attire la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare élevée au carré, et la distance entre le nombril du satellite et le nombril de la Terre correspond également au rayon orbital du satellite autour de la Terre. Comme tout à l'heure, on pourra faire l'expression entre l'égalité entre cette expression-ci et cette expression-ci, et on pourra en déduire la masse de l'astre central, c'est-à-dire dans ce cas-ci, la masse de la Terre. Et donc si je connais la distance entre le satellite et le centre de la Terre, et que je connais le temps de révolution du satellite autour de la Terre, je peux alors évaluer la masse de l'astre central. Ceci nous fait également remarquer que nous n'avons aucun contrôle sur ces deux expressions-ci, et donc forcément, si on place un satellite en orbite à une certaine distance de la Terre, ce n'est pas nous qui choisissons sa vitesse de révolution, c'est-à-dire sa période de révolution. À une altitude donnée, un objet, quelle que soit sa masse, possède une vitesse de rotation donnée. Alors, si je reviens au premier exemple, l'exemple de ma grand-mère sur la Terre, on a dit que c'était deux masses présentes dans l'univers, celle de mamie et celle de la Terre, et donc les deux masses s'attirent de façon réciproque, avec la même intensité. Et dans ce cas-ci, il n'est absolument plus question d'un mouvement circulaire uniforme, on n'a pas encore mis la grand-mère en orbite autour de la Terre, donc il n'est absolument plus question de force à caractère centripète. Par contre, cette force qui attire les pieds de ma grand-mère sur le sol, et qui l'empêche de s'envoler, cette force, en fait, on la connaît depuis longtemps, ce n'est rien d'autre que la force pesanteur. La force pesanteur, c'est-à-dire la force poids, ou la force de gravité, qu'on peut appeler maintenant également la force gravitationnelle. Donc tout ceci, c'est exactement la même chose. Alors quand vous parliez de ceci, par le passé, vous disiez, eh bien, cette force poids, donc la force poids de mamie, c'était égal à la masse de mamie multipliée par le facteur gravifique de la Terre. Et ça, on peut l'utiliser parce qu'elle a les pieds sur le sol et qu'on connaît dans nos régions la valeur du facteur gravifique qui vaut à peu près 9,8 newtons par kilogramme. Donc ça, on pouvait l'utiliser comme ceci. Maintenant, on sait que ce facteur gravifique, il vient en fait d'une attraction entre la masse de notre grand-mère et la masse de la Terre, puisqu'on sait maintenant que deux masses situées dans l'univers s'attirent de façon réciproque. Et donc, on peut exprimer que cette force qui agit sur mamie, c'est la force que la Terre exerce sur elle, qui vaut la constante de gravitation universelle. Attention, je l'écris de façon différente parce qu'elle n'a rien à voir s'il y a un rapport, mais ce n'est pas la même valeur que le facteur gravifique. Donc la constante de gravitation universelle, fois la première masse dont il est question, c'est la masse de mamie, fois la deuxième masse dont il est question, c'est la masse de la Terre, divisé par la distance qui sépare le nombril de l'un et le nombril de l'autre. Et on a dit tout à l'heure que la distance entre le nombril de ma grand-mère et le sol est tellement faible par rapport aux presque 6400 km du rayon terrestre qu'on peut raisonnablement supposer que cette distance-ci est égale au rayon de la planète Terre élevé au carré. Attention, comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, prenez bien le temps de prononcer en français dans vos têtes ce que représente ce rayon, parce que tout à l'heure, quand on avait la Terre en orbite autour du Soleil, cette distance-ci entre les deux masses, c'était le rayon orbital, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Ici, c'est la distance entre la masse de la grand-mère et la masse de la Terre, donc ce n'est que le rayon planétaire, c'est-à-dire un peu moins de 6400 km. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Alors ça, c'est une façon antérieure d'exprimer le poids d'une personne. Ça, c'est la nouvelle façon quand on connaît la loi de gravitation universelle. On exprime évidemment la même chose, et donc on peut écrire l'égalité entre ces deux expressions. La masse de la grand-mère fois le facteur gravifique à la surface de la Terre est égale à la constante de gravitation universelle fois la masse de la grand-mère fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la planète Terre élevé au carré.
Je vois encore que la masse de ma grand-mère intervient à gauche et à droite. Donc cette valeur se supprime. Et du coup, je trouve une expression du facteur gravifique. Et vous pouvez le vérifier, cette fameuse valeur de 9.8 qu'on vous a donnée depuis de nombreuses années, vous pouvez aujourd'hui en trouver la valeur. Vous connaissez la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 exposant moins 11 Nm par kilogramme au carré. Vous connaissez la masse de la Terre, 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Et vous connaissez, attention de ne pas oubliez l'élevé au carré, vous connaissez le rayon de la Terre, qui vaut 6374 km. Attention qu'on est obligé de l'exprimer en mètres. Donc ça, ce sont des mètres, ça, ce sont des kilogrammes, et ici, des newtons, mètres carrés par kilogramme élevé au carré. Et si vous faites ce calcul, vous allez voir que vous allez retrouver à peu près 9.8 et les unités newton par kilogramme. Voilà. Évidemment, on peut refaire exactement le même raisonnement, non plus en posant les pieds de la grand-mère sur la Terre, mais en posant les pieds de la grand-mère sur la planète Mars. C'est exactement le même raisonnement, si ce n'est qu'on ne connaît a priori pas la valeur du facteur gravifique à la surface de Mars, mais en l'exprimant comme ceci, si on vous donne la masse de la planète Mars et qu'on vous donne le rayon planétaire de Mars, alors vous êtes en mesure de déterminer le facteur gravifique de cette autre planète. Voilà, donc. Si on la place sur Mars, on pourra dire que cette force-ci, ce n'est rien d'autre que le poids de la grand-mère, le poids ou la force gravifique sur ma grand-mère. C'est donc égal à la masse de la grand-mère fois le facteur gravifique de la planète Mars. Et cette force est aussi égale à une attraction universelle entre la masse de ma grand-mère, la masse de la planète Mars, et la distance entre le nombril de l'un et de l'autre, c'est-à-dire au final quasiment le rayon planétaire de la planète Mars élevé au carré. Et donc vous êtes en mesure alors de déterminer la valeur du facteur gravifique à la surface de Mars. Donc G à la surface de Mars égale, vous pouvez le déterminer. Alors, je prends un dernier cas de figure qui peut se présenter avec la loi de gravitation universelle. Je reprends la révolution de la Terre autour du Soleil. On connaît la distance entre le nombril de la Terre et le nombril du Soleil. On peut dire que c'est le rayon orbital de la Terre autour du Soleil. Donc voilà encore une autre façon de le noter. Donc rayon orbital Terre-Soleil. C'est donc bien le rayon de la trajectoire circulaire que parcourt la Terre. À ne pas confondre, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, avec le rayon planétaire de la Terre. Je peux prendre une autre planète qui est la planète Mars, avec une certaine distance entre le centre de la Terre et la planète en question, et puis je vais chercher une troisième planète, qui est la planète Saturne, et donc on a la distance entre le centre de Saturne et le centre du Soleil. Alors on connaît à l'heure actuelle ces distances-là, et par ailleurs, en observant le ciel, on peut déterminer la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Vous savez que c'est de l'ordre d'une année, enfin de 365 jours, une année terrestre. On connaît la période de révolution de Mars autour du Soleil, et on connaît la période de révolution de Saturne autour du Soleil. Dans cette configuration-ci, quand on a trois masses différentes qui tournent autour du même astre central, donc trois masses qui ont toutes les trois le même centre de mouvement circulaire uniforme, alors on peut utiliser une des lois de Kepler. Et cette loi de Kepler dit que T carré sur R cube est égal à une constante. Alors si T carré sur R cube est égal à une constante, ça veut dire que je peux sans problème écrire que la période de révolution de la Terre élevée au carré divisé par le rayon orbital de la Terre autour du Soleil élevé au cube est égale à la période de révolution de la planète Mars élevé au carré divisé par le rayon orbital de la planète Mars autour du Soleil élevé au cube est aussi égal à la période de révolution de Saturne autour du Soleil élevé au carré, divisé par le rayon orbital entre le centre de Saturne et le centre du Soleil élevé au cube. Et donc du coup, quand on a des exercices où on vous parle de période de révolution de deux planètes ou de deux cailloux qui tournent autour du même astre central,
et que l'on vous parle également des distances entre ces planètes ou ces cailloux et l'astre central, eh bien alors on remarque facilement que quand on a ce genre d'expression, si on a même seulement deux objets qui tournent autour du même astre central, il suffit de connaître trois termes pour trouver le quatrième. Et donc c'est une loi qui peut nous aider dans certains exercices. Alors évidemment, c'est vrai pour les planètes autour du Soleil. Ici, j'ai deux cailloux, deux satellites naturels de Mars, qui sont Phobos et Démos. Puisqu'ils tournent tous les deux autour du centre de Mars, je peux donc écrire que la période de révolution de Démos élevée au carré divisée par le rayon orbital de Démos, c'est-à-dire la distance entre Démos et Mars élevée au cube, est égale à la période de révolution de Phobos élevée au carré divisée par le rayon orbital de Phobos, c'est-à-dire la distance entre le centre de Phobos et le centre de Mars, élevé au cube. Et donc si par hasard dans un exercice on vous donne les deux périodes de révolution des deux satellites naturels de Mars, et qu'on vous donne la distance entre Démos et Mars, alors vous serez très facilement en mesure de déterminer la distance entre Mars et Phobos. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça c'est pas compliqué, on peut remonter. On peut revenir voir ici. Quand on a fait ce raisonnement-ci, on avait une planète qui tournait autour du Soleil, c'était le cas de la Terre, et on trouvait cette relation-ci. Quand on trouve cette relation-ci, on peut l'interpréter différemment que ce que l'on a fait. Voilà, si je reprends ceci, on peut l'interpréter comme ceci. Je vais changer de couleur. Si je reprends cette expression-là, et que je la travaille autrement que comme ceci, je peux dire que la période de révolution de la Terre élevée au carré divisée par le rayon orbital de la Terre autour du Soleil élevé au cube est égale à, donc r cube est ici, t carré est là, j'aurai alors 4 pi carré qui doit rester par ici, divisé par grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse du Soleil. Alors, n'ai-je rien oublié? 4 pi carré r carré fois r, ça fait r cube, c'est bien ce produit-ci, égale G fois la masse du Soleil fois la période de révolution carré, c'est bien le produit en croix ici, G fois la masse du Soleil fois la période de révolution élevée au carré. Alors, on se retrouve donc avec le fameux rapport T carré sur R cube dont parle Kepler, et on voit que ce rapport dépend d'une constante universelle, donc ça c'est toujours le cas, et de la masse de l'astre central. Et donc si j'avais fait le raisonnement pour non plus la Terre mais pour Mars, j'aurais ici toujours la masse de l'astre central, et donc avec Mars j'aurais exactement la même constante ici, mais elle serait égale à la période de révolution de Mars, élevée au carré, divisée par le rayon orbital de Mars autour du Soleil, élevé au cube. Et donc c'est ceci, ce raisonnement, qui permet de dire, donc attention, hein, ceci, ce n'est plus ensemble, c'est ce raisonnement qui permet à Kepler de dire que pour des objets qui tournent autour d'un même astre central, dans ce cas-ci Mars et la Terre, le rapport T carré sur R cube est le même, et donc c'est une constante. Alors évidemment c'est une constante propre à tout ce qui tourne autour du Soleil, et si je reprends Phobos et Démos, dont on a parlé il y a 2 minutes, T carré sur R cube pour l'un et pour l'autre donne la même chose, mais ce sera 4 pi carré sur grand G, et sur non plus la masse du Soleil, mais la masse de leur astre central, c'est-à-dire la masse de Mars. Voilà pour la théorie.